De rejeter tous ces gens-là, c'est une grave erreur. Et on est en train d'agrandir l'assimilation, pas à l'étranger, pas en France ou aux États-Unis, en Israël, parce que ces jeunes se fréquentent. Pour parler de la situation de ces centaines de milliers d'enfants de pères juifs qui peuplent le monde d'Israël aussi, merci à mes trois invités. Je commence avec vous, le Rav Amselem. Vous avez fait de ce combat pour faciliter la conversion de ces enfants de pères juifs une priorité. On ne vous présente plus sur ce sujet. Vous êtes accompagné ici de Ronnie Toledano, le fils du fondateur de l'association Zera Israël, Arié Toledano. Et puis à ma gauche, le Rav Mamou. Alors Rav Mamou, vous avez été sous-directeur des services de conversion de l'État d'Israël de 1996 à 2003 et vous connaissez très bien ces sujets. Merci à tous les trois. Je voudrais peut-être qu'on commence en expliquant qu'est-ce que c'est un Zera Israël, parce que ce terme, il n'est pas spécialement connu. Qu'est-ce que c'est un Zera Israël ? Quelqu'un qui vient d'une semence du peuple juif, son père ou son grand-père, ou ça peut être même beaucoup plus appelé avant, il vient d'une racine juive. On ne peut pas avoir une approche comme on a vers un non-juif ou un goy qui vient de nulle part pour se convertir et rentrer dans le Ham Israël, comme l'approche qu'on doit avoir avec quelqu'un qui a grandi dans une famille juive, qui reconnaît son judaïsme, que des fois, il ne savait même pas qu'il a un problème d'identité et qu'il est considéré Zera Israël. Et finalement, on est en train de perdre des grandes parties du peuple juif. J'ai oublié de le préciser, on va écouter un peu plus tard le témoignage de Myriam Cohen, exactement dans cette situation. Est-ce qu'on aide aujourd'hui les enfants de pères juifs ou est-ce qu'on leur dit pas simplement tu es pas juif, bye bye? Quand j'ai commencé à recevoir les directives du Rav Bakshi Doron Zerabara, il m'a tout à fait précisé ce que le Rav Salem vient d'expliquer, c'est qu'il faut faire une différence au sein même du premier entretien avec le converti qui veut se convertir, entre les enfants de Zera Israël et les personnes qui donc sont... Ça, c'est quelque chose qui est établi en Israël. C'est la première chose. La différence. C'est la première chose. Vous le constatez, vous ? Aujourd'hui, dans tous les tribunaux rabbiniques qui appartiennent à la rabbanout harashite, il n'y a aucune différence si le père ou le grand-père est juif. C'est peut-être d'une façon officielle, c'est comme ça, mais en pratique, il n'y a aucune différence. Et c'est un grand tort qu'on fait envers ces gens-là. Et ce qui se passe, la tragédie de tout ça, c'est que l'influence de ce qui se passe en Israël rejette dans le monde entier, bien sûr en France et dans d'autres pays, parce que les tribunaux rabbiniques dans les pays ont beaucoup crainte de faire des conversions qui ne vont pas être reconnues par la rabbanout. Et on parle de combien de personnes dans le monde à peu près ? En Israël, on a... parmi les olim qui sont venus par le biais de la loi du droit du retour, Chok HaShavut, aujourd'hui, on estime qu'on a 500 000 personnes en Israël. 98%, ils sont Zera Israël. Et la tragédie de cette situation, c'est qu'aujourd'hui, comme les portes de la conversion sont presque fermées, parce qu'en Israël, entièrement, avec les Olim d'Éthiopie, on a entre 1500 et 1800 convertis par an, les unions qui se font entre les non-juifs, ces Zera Israël, et avec les juifs, les Israéliens, les Israéliennes, sans aucune conversion, est estimé aujourd'hui entre 5 000 et 6 000 naissances par année. Et très court, la politique lituanienne, ou tu deviens comme moi, ou tu restes où tu es. Tandis que la vision séfarade était d'accueillir avec le bras ouvert tous ceux qui veulent venir, surtout quand ils viennent d'une naissance juive. Alors, je voudrais vous interrompre. On va écouter tout de suite le témoignage de Myriam Cohen. Bonjour. Vous êtes exactement dans cette situation. Vous êtes né de père juif. Votre mère, je crois, a été convertie par les mouvements libéraux, réformés. Et vous avez décidé de faire votre alia. Vous avez entamé, je crois, un processus de conversion classique que vous avez arrêté assez vite. Racontez-nous cette histoire, votre histoire. Donc, j'ai grandi dans le judaïsme, puisque ma mère s'est convertie dans la communauté libérale de Lyon. Et donc, mon frère et moi avons été éduqués dans le judaïsme libéral. J'ai ensuite décidé de faire mon alia et pour régulariser ma situation, je dirais, j'ai voulu faire une conversion. Pour, alors, vous avez grandi en pensant que vous étiez juive ou en sachant que ce n'était pas si simple ? Dans une communauté où on me considérait comme juive, dans un environnement où j'étais juive et je ne me posais pas plus de questions que ça. Le questionnement est venu à l'adolescence quand j'ai compris qu'il y avait une dissonance entre ce que je pensais être et ce que d'autres me voyaient être ou ne pas être plutôt.
Et à 17 ans, j'ai décidé de faire mon alia et j'ai entamé une conversion en Israël. Donc vous avez décidé, j'ai très vite abandonné. Pardon, vous avez décidé de faire votre alia en vous disant en Israël, c'est plus simple de se convertir quand on n'est pas de mère juive orthodoxe. Enfin, voilà. Reconnue par les orthodoxes. Ok. Donc vous arrivez ici en vous disant je vais suivre un processus de conversion. Je pense que c'était une quête identitaire et je pense qu'on est beaucoup dans cette situation d'entre-deux à avoir cette phase de quête d'identité en tout cas. Donc vous démarrez une conversion qui est supposée être beaucoup plus courte que ce qui se passe en diaspora. Et qu'est-ce qui se passe ? Et là, j'ai eu vraiment le sentiment de devoir être quelqu'un d'autre et de mentir à un rabbin, en fait, pendant cette période pour pouvoir avoir mon... Parce que vous devez promettre, vous devez vous engager à respecter un certain nombre de règles, à faire Shabbat, à manger changer mes habitudes vestimentaires, parce que bon, je me suis toujours considérée comme juive, mais j'ai jamais porté de jupe longue ou de... Voilà, je suis en manche courte aujourd'hui. S'il fait chaud, je me pose pas de questions et j'ai jamais envigagé de changer pour la vie. Mais comme beaucoup... certains jouent le jeu jusqu'à la conversion et ensuite retournent à leur vie. D'accord. Alors, d'avant. Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Donc, vous avez arrêté cette conversion. Donc, vous continuez évidemment ici à être complètement 100% israélienne. Qu'est-ce qui se passe ? Vous avez des enfants ? Vous êtes mariée comment ? Je ne me suis pas mariée. D'accord. Du coup, la question ne s'est pas posée. Et bon, je suis en paix avec ma situation, on va dire. Mais c'est vrai que la question se pose pour mes enfants. Si un jour ma fille, encore plus que mon fils, je pense, si un jour ma fille veut se marier, elle aura ce problème. Je sais que j'ouvre la porte à une crise identitaire pour mes enfants également. C'est compliqué, c'est très compliqué. Quand vous avez décidé de faire des enfants, c'est une question qui a été importante pour votre conjoint ou pas du tout ? Non. En fait, pour moi, du coup, c'était aussi... je ne me voyais pas me lancer dans une relation avec quelqu'un pour qui ce serait important, puisque je sais que la conclusion aurait été compliquée. Ce que je n'ai pas réussi à faire à 17 ans, je ne l'aurais pas fait à 27 ans non plus. Donc c'était, je dirais, à prendre ou à laisser. Après, je sais que c'est compliqué de se sentir juive et de ne pas être reconnue comme telle en dehors de la communauté libérale. Du coup, j'ai fait la brit mila de mon fils dans la communauté libérale. Mes enfants, certainement, se marieront dans la communauté libérale s'ils en ont envie, ou ils se poseront les mêmes questions que moi et arriveront à leur conclusion. Peut-être d'ici là, les choses auront changé. Bon, et ben écoutez, on l'espère vraiment pour vous, Myriam. Merci beaucoup pour ce témoignage. Merci. Myriam nous dit dans ce témoignage qu'on a enregistré juste avant, j'avais pas envie de mentir, de dire à tout le monde que je faisais Shabbat et en fait c'était pas vrai. J'ai envie de garder mes t-shirts, mes pantalons. Je me suis toujours sentie juive. Après tout, c'est pas juste. 90% des convertis qui ont arrivé à avoir cette conversion par le rabbinat israélien ne seront jamais harédis. Ils ne veulent pas être harédis. Ils se sont fait passer jusqu'au moment de la conversion pour avoir ce guillot, mais toutes les données qui ont été publiées par le Machon israéli et les démocratia du docteur Netanel Fischer ont prouvé qu'il n'y a vraiment aucune différence dans la pratique de la halakha entre les convertis du rabbinat israélien et entre les convertis des tribunaux privés. Nous, quand la personne veut rentrer dans le Ham Israël, on ne cherche pas à regarder tout le temps la moitié du verre qui est vide. On cherche à regarder la moitié du verre qui est plein. Si la personne vraiment a cette foi, a cette émouna à Kadosh Baruch Hu et veut se coller au peuple juif, à retourner à ses racines, avec un degré de pratique, de tradition, comme on connaît la majorité des gens qu'on connaît dans le monde, des juifs, qui sont traditionnels, sans plus, c'est une bonne raison pour les accepter. Roni Toledano, vous vouliez intervenir. Je rappelle que votre père a fondé cette association Zera Israël qui se bat dans le monde entier pour cette reconnaissance des juifs de père. Oui, je voulais juste compléter en fait ce que disait le Rav Amsalem, en dehors de l'aspect ashkénaze et séfarade et la psycha, donc au niveau halachique. Je pense que toute la question aujourd'hui, elle se pose de la conversion en Israël. C'est-à-dire que le débat n'est plus une conversion uniquement religieuse comme c'était établi en diaspora, mais là on a une vraie question d'identité. Le témoignage qu'on vient de voir est le plus grand exemple. Quelqu'un qui vient sincèrement, qui se déplace, qui immigre vers un nouveau pays, qui s'installe et qui veut se joindre au destin d'Israël,
Et de là, je rejoins ce que disait le Rav Salem, le Sechel HaYashar, c'est-à-dire la façon logique d'aborder. Et puis, il faut voir le problème aujourd'hui. Pour moi, c'est inconcevable de laisser le problème de tous ces non-juifs, selon la halakha en Israël, et de faire l'autruche. Ça ne va pas se résoudre tout seul. Rav Mamou, vous nous disiez, c'est pas vrai, les Israéliens, quand ils voient venir un enfant de père juif, ils l'accueillent beaucoup mieux qu'ils n'accueilleraient un non-juif. Je ne prends pas de responsabilité de tout ce qui se passe depuis 2003 jusqu'à aujourd'hui. Ça fait quand même pas mal d'années, plus de 20 ans. Et je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui. Je suis en contact avec le monde de tous les Dayanim, parce que c'est devenu des amis, on a fait des choses extraordinaires ensemble. Moi, je vous dis comment ça s'est passé de 2000. La grande vague de Russie, on a eu des problèmes. Et je me rappelle la première rencontre que j'ai commencé. J'étais en examen, j'étais pas encore directeur. Il m'a mis pendant 3 mois en examen le grand rabbin d'Israël. J'arrive à Bat Yam, on était invité dans la mairie de Bat Yam, et une femme vient face à moi. Le Rav Elmaliar était assis à ma droite, il faisait très très chaud dans la chambre. Et la femme vient, je demande pourquoi tu veux te convertir, pour voir si on l'acceptait dans un ulpan de conversion, dans une école de conversion de la Rabbanut Harashit, qui était gratuite. Il faut préciser aussi, c'était la demande que j'avais fait, que toute la conversion soit gratuite en État d'Israël, parce qu'avant nous, c'était devenu un marché. Plus vous donnez des dollars, et comment donner des dollars, j'ai dit à l'époque, on a été voir le ministre, c'était Zvouloun Amer, le ministre de l'Éducation, et on a rendu tous les ulpanim, toutes les écoles de conversion dans le pays, tout à fait gratuites au pays. Comme ça, c'était tout mis dans les mains du Beth Din. La femme vient face à moi, me raconte qu'elle avait un nom juif, parce que son père était juif, mais elle n'était pas juive. Et elle montait en Eretz Israël en tant que russe, parce que dans la grande alia de Russie, en pensant qu'elle était juive. Elle avait le droit à la loi du retour. Tout était très bien. En Russie, elle nous a raconté comment elle a souffert d'antisémitisme, parce qu'elle avait un nom juif. Elle arrive à l'aéroport Ben Gurion, elle reçoit sa Teudat Zot, et là, elle voit qu'elle n'est pas juive. Alors la femme, elle me dit, qu'est-ce que vous voulez de moi? En Russie, je suis juif, ici, je suis russe, Goya. Vous voulez que je reste dans le duty-free? C'est le seul endroit, en fait, que je peux me retrouver. Vous plaidez pour le Rav Amselem jusqu'à là. Mais sur beaucoup de choses, on est d'accord. Peut-être on n'est pas d'accord sur la forme ou sur la mamlartiout, sur la vision de l'État d'Israël. Mais au point de vue psychiatre, je suis tout à fait d'accord avec lui. J'ai dévoré. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Elle est venue. Alors, moi, j'ai commencé à lui poser des questions. Et je lui ai dit, pourquoi vous voulez vous convertir? Et elle me parle en TB. En TB, pour elle, a été en 76 la révélation qu'elle appartient à un peuple. Bon, d'accord. Moi, j'entends en TB, je connais l'histoire, j'ai vu le film. Mais c'est pas ça. Tu veux te convertir. Et je lui pose des questions d'Alacha, Moshe Rabbeinu, Avraham, Yitzhak et Yaakov. Et le Rav Elmaliar qui était à côté de moi, donc il était déjà rabbin à la retraite, il était déjà président de Beth Din Gadol, et il demande à la femme, excusez-moi, est-ce que vous pouvez sortir? Vous n'avez rien dit de mal, il la rassure, avec une douceur dans ce parler. C'est le jeune rabbin qui est à côté de moi, c'est vrai que j'avais 30 ans, il a un petit problème, j'ai besoin de lui parler, vous sortez 2 minutes, c'est pas sur vous, et vous repassez dans 10 minutes, on vous rappelle. Et là, il me demande, David, tu as soif? J'ai dit, ah oui, Rav. Je lui tends mon verre, comme ça, c'était juste au-dessus de mon genou, et le Rav Elmaliar, au lieu de me donner de l'eau dans le verre, il me verse l'eau sur ma cuisse. Je me suis dit, bon, il est vieux, mais quand même, il y a un problème de savoir vous donner un verre d'eau. Alors, je reprends la bouteille, je dis, Rav, il y a un problème? Il me dit, non, tu viens de faire la même chose. Je dis, comment ça? Il me dit, quelqu'un qui veut venir se convertir, tu veux remplir la En-Maïm et la Torah. S'il n'y a pas de verre, mais là, devant toi, tu as une Zera Israël. Cette femme-là, toute sa vie, elle a vécu en tant que fille juive en Russie. Elle a subi l'antisémitisme en Russie. Combien de personnes, effectivement, dans les années suivantes, qui étaient de mères juives, sont venues se convertir parce qu'ils avaient un nom goy de leur père? Et on avait beau leur expliquer qu'ils étaient juifs d'après l'Halakha, il me dit, non, on a un nom goy, on veut être juif. Donc, il y avait un problème. Il m'a dit, tu vois, quand tu vas créer des écoles de conversion, tu dois faire très attention à ce point-là. Tu dois faire très attention de faire cette différence entre les deux. Et on a reçu l'ordre du grand rabbin d'Israël de la Moatzat Rabbanut Harashit de l'époque, en 96, que toute personne qui voulait rentrer au Beth Din, qui était de Zera Israël, était dans les écoles de conversion, je ne parle pas de conversion au Beth Din, automatiquement acceptée. Quelqu'un qui venait de l'extérieur, il fallait qu'il prouve pourquoi il veut se convertir. Mais quelqu'un de Zera Israël, par sa nature, même si vous connaissez le problème psychologique d'une famille juive et non juive, la famille juive, vous êtes tous Shabbat. Ça règle pas le problème dont nous parle le Rav Amselem, qui est celui de la pratique exigée pour devenir juif. Rav Amselem. Oui, bien sûr, il faut savoir que les écoles de formation à la conversion, qui sont budgétées par le gouvernement israélien, demandent un degré de savoir à la personne qui veut passer ce guillot, qui n'est vraiment pas nécessaire selon la halakha, et qui donne l'impression qu'ils sont là pour créer leur système de fonctionnement. On demande aux convertis une seule chose, d'avoir une sincérité dans cette volonté d'être converti, et surtout, on espère qu'il sera au courant de sa vie, comme tous les juifs qu'on connaît. Il n'y a aucun sens de demander à quelqu'un qui veut rentrer dans le peuple d'Israël beaucoup plus que ce qu'il voit dans le peuple d'Israël.
Et d'ailleurs, même les grands rabbinim ashkénazes, comme le Rav Moshe Feinstein, il a bien expliqué, il a dit dans ses livres que le converti veut être juif comme tous les juifs qu'il connaît. Et pour lui, de lui demander des choses qui sont beaucoup plus, il pense que ce n'est pas vraiment nécessaire. Donc il se convertit dans cette vision. Et c'est une bonne conversion, parce qu'il veut être comme tous les juifs. Surtout quand on parle de quelqu'un qui fait sa conversion en Eretz Israël, vivre en Eretz Israël, qui est une mitzvah équivalente presque toute la Torah, vivre en Eretz Israël et faire un service militaire, c'est donner sa vie, son sang pour l'État d'Israël et pour les Juifs d'Israël. Vivre en Eretz Israël, c'est être, tu veux ou tu veux pas, traditionnel. Alors, de rejeter tous ces gens-là, c'est une grave erreur. Et on est en train d'agrandir l'assimilation, pas à l'étranger, pas en France ou aux États-Unis, en Israël. Parce que ces jeunes se fréquentent, se connaissent à l'école, à l'université, au service militaire. On ne leur donne pas la solution du guillot comme est possible de donner. Alors, ils n'ont plus besoin. Ils ne veulent même plus s'approcher à cette instance rabbinique. Si Myriam poursuit sa conversion chez vous, est-ce que ses enfants pourront se marier Oui, selon la halakha, c'est ça qu'il faut que vous compreniez. La cacheroute, par exemple, je viens pas dans le débat de théoudat cacheroute ou non, mais quelque chose qui est cachère ou pas cachère n'est pas fait en fonction de la théoudat cacheroute. Si vous cuisinez cachère à la maison sans mashgiach, eh ben votre cuisine elle est cachère. Si le guiour il est cachère, selon le beddin, un beddin orthodoxe, selon la halakha, pas n'importe quoi, eh ben cette personne est juive. Je pense que le débat il est mal positionné. La question, elle n'est pas individuelle à halakha. On prend toujours l'exemple de la personne, comment elle arrive au Bédine et comment. Je pense personnellement en Israël, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. La question, c'est pas l'intérêt de la personne, c'est nous en tant que majorité. En tant que peuple. On est en train de diviser la société israélienne en deux peuples. Sur le fond, on est tout à fait d'accord. 3 juifs, Shomrei Mitzvot, qui convertit, la personne qui a été convertie est juif. Il n'y a pas de problème là-dessus. Et pour moi, si vous me posez la question ilchatik, converti par le Rav Amsalem. Est-ce que je suis pour ? Non, je ne suis pas pour. C'est rien personnel contre vous. C'est par rapport, ma conception à moi, c'est une conception qui doit être mamlarti, c'est-à-dire qui doit être nationale. On n'est pas revenu dans un pays en Israël pour que chacun recrée son ghetto. Moi, je suis le ghetto du Bnei Akiva, moi, je suis le ghetto du Rav Shar, moi, je suis le ghetto du Rav Ovadia Yosef. Mais vous reconnaîtriez ces conversions-là ? C'est deux choses. Si maintenant une personne me pose la question, une personne qui a été convertie par le Rav Amsalem, que moi-même j'ai étudié de son livre et que j'ai découvert des tas de choses qu'il a écrit, qu'on vous a crié dessus, que personnellement, moi, je les ai entendus des rabbins qui vous ont dit que c'était des mensonges. Je l'ai entendu personnellement, j'étais présent quand les rabbins ont dit ce que vous avez écrit. Donc, je sais très bien qui est la personne au point de vue ilchatique qui est face à moi. Là où je ne suis Non, on ne parle pas de... Non, mais c'est ça. Non, c'est important parce que j'ai pas peur de dire aussi que je ne suis pas d'accord avec beaucoup de rabbins qui ne sont pas du tout reconnus, qui n'ont aucune possibilité de reconnaître, de faire des conversions. Dans votre émission que je vous ai parlé tout à l'heure, il y a des gens qui ont parlé, ils peuvent faire tout ce qu'ils ont envie. Pour moi, ça ne vaut pas plus qu'un papier. Si je vous donne un papier que vous êtes médecin, vous n'allez pas vous présenter alors des médecins avec ça. Orthodoxe et réformé, d'après le Shulchan Aruch, comme j'ai eu des personnes qui étaient bloquées devant l'État, je dis, vous savez quoi ? Pour démorcer la bombe, allez vous présenter devant un beddin orthodoxe, du beddin de Jérusalem par exemple, et posez-leur la question pas, est-ce que mon conversion est reconnue ? Quelle est ma situation ? Aujourd'hui, je touche du vin. Le vin, il est nécessaire ou pas ? Si aujourd'hui, je dois me faire enterrer, est-ce que je suis enterré dans un... Et les Dayanim, ils vont se retrouver les mains avec des menottes. Ils n'ont pas le choix de reconnaître. On voit le beddin qui est là. Moi, j'ai Vous dites quoi ? Que la démographie va faire qu'ils n'auront pas le choix à la fin ? Non, je dis que moi, ma conception, on est d'accord sur le même combat et j'ai lutté pendant toute la période où j'étais. Vous êtes pour faciliter la conversion de ces enfants-là ? Non, on a toujours fait ça. Ce que j'ai entendu des témoignages que vous avez dit. Non, mais pas sur le niveau de pratique. C'est pas vrai, il a raison. Non, pas sur le niveau de pratique. Je sais pas combien de personnes vous êtes occupées. Je sais pas de c'est ça le problème. On dit ces écoles-là et ce beddin, non, on donne pas de nom. Il y a des guilloras, des écoles. Pour l'instant, il n'y a pas de nom. Pour moi, c'est facile de lancer quelque chose dans l'air. Je me suis occupé personnellement, j'ai signé 30 000 dossiers de conversion dans l'État d'Israël. On ne convertira pas aujourd'hui en Israël quelqu'un dont on sait qu'il ne respecte pas Shabbat. Ah, c'est une d'accord. Non, c'est ça. Est-ce que vous êtes prêt à convertir un Rav ? Quand on voit qu'il y a des éléments qui détruisent le judaïsme, le peuple d'Israël, pour moi, c'est la détruite, parce que l'assimilation, comme il dit à Rambam, c'est la chose la plus grave. C'est ça qu'on conquiert la personne. Et on ne fait rien pour arrêter cette hémorragie. Je ne vois aucun obstacle. Si c'est la rabbanout ou la mamlartiout, pour moi, c'est secondaire, ça n'a aucune importance. Je vois la souffrance de 200 000 en France qui crient. Je sais des grands rabbins de ville en France qui ont trouvé ce problème la veille du mariage, que me dit le père de la mariée va bientôt avoir une crise cardiaque, parce qu'il découvre que son gendre, qu'il est chez lui, ça fait des années, il n'est pas juif, et que le rabbin, qui est rabbin de ville en France, important, n'avait pas la solution, est venu me voir, il m'appelle, il me dit, Rabbi Haïm, fais quelque chose. Alors, quand on doit sauver des gens d'un bateau qui doit couler,
Pour moi, ce n'est pas important, ni la rabbanout, ni ce qu'ils pensent, ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils font. J'espère qu'avec le chiffre et avec la logique, et on arrivera à solutionner ce problème. J'étais membre de l'équipe qui a conseillé Moshe Nissim, ce qu'on appelle Vadat Nissim, pour donner sa solution, qui n'a pas été acceptée, et qu'elle n'est pas acceptée. Pourquoi? Parce que l'extrémisme ne sait pas se stopper. Quand on va dans l'extrémisme, ça continue, et ça continue, et ça continue. Moi, pour votre question, je n'accepte pas quelqu'un qui vient devant le Bédine et qui dit « Moi, je ne respecterai pas ça, ou ça, je ne veux pas faire ». Mais ce n'est pas une question fondamentale, c'est ça que vous dites. Non, c'est fondamental. Mais moi, quand le converti, je lui dis « Tu réponds à mes questions. Tu dis jamais ce que je t'ai pas demandé. » Et que je commence à lui demander des choses que je sais qu'il va les faire. Et c'est ça que je regarde. Je vais regarder ta liste. Baruch Hashem. Maintenant, s'il va faire tchouva demain, s'il va être beaucoup plus, allez, vaille. Mais aujourd'hui, quand on commence à tout à fait à lui poser des questions pour ce qu'on appelle en hébreu l'archiloto, pour le faire tomber, non, je ne suis pas d'accord. Merci beaucoup, beaucoup. Je suis désolée, c'est toujours assez frustrant. Merci à tous les trois d'avoir été sur le plateau. À bientôt. Bye bye.